Dans ce nouveau chapitre, on va commencer la première leçon. Donc, on va parler d'un exemple concret, à travers lequel on va redécouvrir toutes les notions qu'on a apprises dans cette formation du début. Donc, ça veut dire la manipulation des données, le traitement des données, l'extraction des données, la manipulation des données, la préparation des données, la visualisation des données, ainsi que l'utilisation du machine learning, donc cette technique de l'intelligence artificielle pour euh, faire des prédictions, donc une sorte de régression. L'exemple qu'on va prendre, ça va concerner des données météorologiques. Voilà. Donc je vais vous expliquer l'objectif de cet exemple. Bon, les données météorologiques sont les données les plus facilement euh, disponibles sur Internet. Donc il y a plein de sites web qui proposent l'historique de nombreux paramètres météorologiques, tels que la pression, la température, l'humidité, etc. Donc il suffit de spécifier le lieu et on va obtenir un fichier contenant les données collectées par les stations météorologiques. Donc ces données constituent une source d'informations très variée. Donc l'analyse de données vise quoi? Tout simplement, l'analyse de données, elle vise à transformer les données brutes en informations, puis à les convertir en connaissances. Donc données brutes, ensuite informations, ensuite connaissances. On a parlé de ça dans le premier chapitre, l'introduction et la présentation de l'analyse des données. Alors, donc on va prendre cet exemple simple d'utilisation des données météorologiques. On va on va avoir une idée générale sur l'application de nombreuses techniques vues dans les chapitres précédents. Donc, l'hypothèse de attester. Donc, il faut toujours avoir une hypothèse. Ensuite, on va confirmer ou non cette hypothèse. Voilà. L'hypothèse, eh ben, tout simplement, c'est quoi? Donc, dans cet exemple, on va vérifier est-ce qu'il y a une influence de la proximité d'une région par rapport à la mer en ce qui concerne la température et l'humidité. C'est ça. Donc, l'influence de la proximité de la mer. Bon, on va introduire pourquoi on a posé cette hypothèse. Donc, tout simplement, à travers une observation. Cette observation consiste en quoi? Consiste à dire que, bon, pendant l'été, bien sûr, les températures augmentent, mais les week-ends, par exemple, dans une région, vous remarquez qu'il y a de nombreux habitants des régions intérieures, c'est-à-dire des régions loin de la mer, donc habitants de l'intérieur des terres, et vont se rendre dans des villages de montagne ou des villes proches de la mer. Voilà. Pourquoi? Tout simplement à la recherche d'une certaine fraîcheur et pour échapper à la chaleur des villes à l'intérieur. Voilà. Donc cela va nous emmener à s'interroger sur l'effet de la proximité de la mer sur le climat. Alors, bon, bien sûr, cet exemple, c'est pas vraiment, on n'a pas l'expérience en tous les cas dans le domaine de la météorologie, bien sûr. Et, donc on va essayer de simplifier au maximum et voilà, de concentrer tout ce qu'on a appris dans cet exemple qui va répondre à cette hypothèse, va la tester, donc il va soit la confirmer ou non, ou la rejeter. Donc la question à poser, quelle influence la proximité de la mer a-t-elle sur le climat local? On va parler du système étudié. Donc, on va choisir une région. Donc, la région, ça va être la mer Adriatique et la plaine du Pô. Ça, c'est une région qui se trouve en Italie. Bon, voici la carte. Donc, ça, c'est la mer Méditerranéenne. Et ça, c'est la mer Adriatique. Donc, la vallée ou la plaine du Pô, c'est tout ça. Voilà. Donc, c'est le nord de l'Italie, bien sûr, et l'est, voilà, donc on a là, normalement, c'est les montagnes donc entre la Suisse, l'Italie, voilà, ça c'est la Suisse,
Et ça, c'est l'Italie. Voilà, Genève. Et là, normalement, c'est la France. Très bien. Alors, cette région, c'est une région plate. Donc, le choix a été porté sur une région plate pour éviter les paramètres et l'influence des montagnes. Ok? Donc, on a choisi ça donc, pour avoir une altitude presque stable par rapport à la mer. Ok? Très bien. Alors, la Palie du Vaud est une région d'Italie, donc particulièrement adaptée à cette évaluation qu'on va étudier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre plusieurs villes au nombre de 10 ou voilà. Et on va choisir les villes d'après la distance. On va commencer par des villes qui sont proches de la mer. Et on va choisir d'autres villes dans un rayon jusqu'à 400 km de la mer. Donc on va choisir des villes un peu partout dans cette région pour voir l'influence de la mer sur les températures, sur le climat des villes. Voilà. Et bien sûr, l'observation, c'était que les week-ends, pendant l'été, les week-ends, les gens partent vers les montagnes ou vers les villes côtières à la recherche de la fraîcheur. Donc on va vérifier ça. Donc ça, c'est vraiment une hypothèse simple. Normalement, c'est logique. Donc, en tous les cas, on va vérifier ça avec, par exemple, tout ce qu'on a vu dans cette formation. Alors, on va choisir des villes, et voici les villes qu'on a choisies. Ok? La ville en jaune, ça c'est une ville de référence pour calculer la distance entre la mer et tous les rectangles en rouge. Donc, les rectangles en rouge sont les villes qu'on va étudier. Donc, on va analyser leur température et leurs données météorologiques. Donc, pour calculer la distance par rapport à la mer, on va choisir la ville la plus proche de la mer et on va calculer la distance entre cette ville de référence et les autres villes. Voilà. La plus loin, bien sûr, c'est celle-là. Donc ensuite, voilà, donc plus il y a d'autres villes qui se rapprochent encore plus de la mer. Bon, on va choisir 5 villes dans les 100 premiers kilomètres, ok? Et les 5 autres répartis sur les 300 restants. Voilà, les 5 autres, donc c'est ces villes-là. Donc c'est plus de 100 kilomètres. Les villes choisies sont Ferrare, Turin, Mantoue, Milan, Ravenne, Asti, Bologne, Plaisance, Cézanne et Faenza. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la distance entre chaque ville et la ville référence. Normalement, la ville référence, c'est, je crois que c'est, voilà, Comacchio. Donc ça, c'est la ville référence. Donc on va calculer la distance par rapport à cette ville. Donc on va utiliser ce site web. Donc vous pouvez utiliser ce site web, par exemple Distance Now. Donc vous allez taper la ville référence et la ville avec laquelle vous voulez calculer la distance à vol d'oiseau bien sûr. Et cliquez sur Go. Normalement, il va vous donner par exemple Torino. Donc entre Torino, voilà, Torino et Comacchio, voilà, entre Torino et Comacchio, c'est 357 km. C'est la ville, normalement, c'est celle-là la plus loin. Et ça, c'est Comacchio. Ok? Bon, j'espère que je prononce bien le nom de la ville, sinon, désolé. Très bien. Donc, ça, c'est un site qui va nous aider pour calculer les distances. Et voici les distances entre les villes et la ville de référence Comacchio. Voilà. La plus proche, c'est Ravenna. Et plus on s'éloigne, bien sûr, la distance, elle est augmentée. Voilà. Voilà, là, ce sont des villes. La distance, elle est mesurée avec Google Earth. Et là, les autres, par rapport à notre ville de référence. En tous les cas, on a les distances. Voilà, on aura besoin de ces distances pour afficher les visuels et pour analyser notre hypothèse. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver la source de données. C'est quoi la source de données? Ça veut dire les données météorologiques pour chaque ville. Donc, tout simplement, donc, on va établir une source de données qui est importante, bien sûr, pour répondre à l'hypothèse. Bien sûr, pour trouver les données, donc il y a plein de sites web qui nous proposent des données météorologiques pour chaque ville. Parmi les sites, c'est Open. Donc on a ce site Open Weather. Voilà. Donc voici le lien normalement. Voici le lien. Le lien il est où? Open, voilà. Open Weather, weathermap.org. Par exemple, dans la zone de recherche, vous allez taper London. Il vous donne toutes les informations météorologiques, toutes les données météorologiques, la température, la vitesse du vent, la direction du vent, la pression, voilà, hectopascal, la pression 1027 hectopascal, donc l'humidité, le point de rosée normalement je crois, ou visibilité, etc. Il y a plein d'informations, de données donc, météorologiques. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, on doit extraire ces données à partir du site web. Ok? Donc on ne va pas manuellement écrire pour chaque ville et saisir les données par exemple dans un fichier Excel ou dans un fichier CSV pour ensuite l'importer dans Python. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle l'API de ce site web. L'API c'est une interface. Donc ça, ce site web, c'est une application web, ok. Et cette application web, elle nous propose une interface pour accéder à ces données, à sa base de données. Pourquoi accéder à sa base de données? Par exemple, pour extraire les informations sous forme, par exemple, d'un fichier JSON. Ok, donc un fichier JSON, on a déjà vu ça pendant le chapitre qui parle de Panda, pour extraire les data, pour créer des data frames à partir de fichiers CSV ou texte ou HTML ou JSON. On a déjà vu ça, donc si vous voulez revenir, vous allez voir avec le chapitre, le chapitre, j'ai oublié, 5 ou 6 je crois, qui parle de, je crois 6, ou 5, normalement 5 qui parle de l'extraction de données, la lecture, donc l'importation des données et la lecture, l'écriture, donc lecture et écriture des données dans des fichiers sur le disque dur ou dans des bases de données. Donc, ce qu'on va faire, on va extraire les données à partir du site grâce à son API, l'API, donc l'interface qui va nous permettre d'accéder. Donc, pour cela, on doit bien sûr aller sur le site et s'identifier. On va créer une session, donc on va créer un compte, on va s'identifier. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle un ID. Cette ID qui va nous permettre, c'est une URL. Cette URL, c'est elle qui va nous permettre d'accéder à l'API et extraire les informations. Ok? Donc, par exemple, ce lien, cette URL, elle nous permet d'accéder directement aux données de la ville de Atlanta. Voilà. Donc on va accéder à la ville Atlanta, US. Ok. Donc ça c'est le nom de la ville. Par exemple, ici c'est London, GB, majuscule. Et là c'est Atlanta, US. Donc si je clique, il va ouvrir une page qui contient quoi? Un fichier JSON. Donc ce fichier JSON, il contient toutes les informations concernant la ville d'Atlanta. Par exemple, la longitude, la latitude, bien sûr, ça c'est les coordonnées GPS. Weather, donc on a les informations concernant la météo, donc cloud, nuageux, description, broken cloud. Il nous donne des informations sur la station, par exemple. La température, ce qu'elle a relevé, la station, c'est la température. Bon, la température, c'est en Kelvin, plutôt en Fahrenheit, qu'on doit ensuite convertir en degrés Celsius. Donc, normalement, on va extraire moins 275, donc 301 moins 275 pour avoir à peu près 25 degrés. Voilà. Ça, c'est la température ressentie.
Ça, c'est la température minimale. Ça, c'est la température maximale. Ça, c'est la pression, donc atmosphérique, hectopascal. Ça, c'est le taux d'humidité, 49%. Ça, c'est normalement sea level. C'est l'altitude par rapport à la mer, je crois. Non, non, c'est ground level, c'est ça. Voilà, ground level. Visibilité. Le vent, wind. Donc, voilà. Country US. Ça, c'est voilà, ça c'est très important parce que tout simplement, ça c'est ce qu'on appelle un times, euh, 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 un timestamp normalement. Euh, c'est un eurodatage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est un chiffre en secondes qui représente le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Donc c'est format Unix. Donc qui a commencé à calculer le temps à partir du 1er janvier 1970. Donc, depuis le 1er janvier 1970 jusqu'à le prélèvement de cette information, plutôt, euh, le jour où on a extrait ces informations, normalement, le sunrise, donc le lever de soleil, était donc, à une heure qui est en secondes. Donc, si on convertit ça en jours ou heures, plutôt heures et minutes, secondes. Donc on va avoir un format euh, compréhensible. Donc ça c'est tout simplement pour gérer les dates. Donc on utilise ce format timestamp donc pour tout simplement bien manipuler les dates. Ensuite on peut convertir ça par exemple avec Panda. On peut convertir en datetime, donc avec la fonction datetime to datetime, pour avoir une date ou une heure compréhensible, claire. Ça, c'est le sunset, donc ça, c'est le coucher de soleil. Et le time zone, bien sûr, voilà. L'idée, le nom de la ville, voilà, le code, je crois. Voilà, donc il y a des informations qui nous concernent. Donc, date d'été, voilà, j'ai oublié d'été. D'été, c'est le jour et l'heure du prélèvement de cette information. Donc ça, c'est en secondes, hein. Ça, c'est en secondes qu'on peut convertir avec la fonction datetime. Ok? Très bien. Donc, en tous les cas, ça, c'est par exemple l'URL. Ça, c'est une URL qu'on va utiliser dans notre code pour extraire les informations sur donc les données météorologiques sur une ville. Vous pouvez remplacer ce mot, donc cette partie, par votre ville que vous voulez étudier. Très bien. Donc, par exemple, on peut, donc ça, ce qu'il va nous donner, il va nous donner bien sûr une URL, mais nous, on cherche à extraire le texte, parce que n'oubliez pas, ça, c'est une requête HTTP. Donc, on va extraire seulement le texte, et non pas toutes les autres informations, donc données de la requête HTTP. Donc, une requête HTTP get par exemple, il y a get, delete, update et post. Il y a plusieurs requêtes HTTP. Donc, avec Python, on peut utiliser donc des requêtes HTTP grâce à un module qu'on va voir ensuite. Et bien sûr, euh, une requête HTTP, elle contient plusieurs données. Le header, par exemple, il y a plein de données qu'on peut extraire. Donc, nous, on cherche seulement l'objet ou le fichier JSON, donc les informations JSON. Pour cela, on va écrire un code bien spécifique qu'on va découvrir après. Très bien, donc ça c'est l'URL qu'on va utiliser dans notre code pour tout simplement cette requête renvoie un fichier. Donc pour avoir ce fichier JSON contenant toutes les informations sur la météo actuelle de la ville concernée. Ok, voilà la figure, c'est cette figure, c'est le même résultat. Voilà, c'est ça. Donc bien sûr, le fichier JSON est soumis à l'analyse des données à l'aide de la bibliothèque Python, Panda. Voilà. Donc ça, on va le transformer en un objet Panda, Python, avec Panda bien sûr, pour ensuite exploiter ces informations et les utiliser dans notre analyse de données. Donc on va commencer l'analyse de données sur notre Jupyter Notebook, c'est ce programme que j'utilise. Voilà, ce programme-là, Jupyter Lab par exemple.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à importer les bibliothèques. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser le CMD ou l'invité de commande de Python pour écrire le code. Mais nous, on va utiliser le Jupyter Notebook. Première chose, on va importer les bibliothèques qu'on a besoin. Donc, on va importer NumPy, on va importer Panda et on va importer la bibliothèque DateTime pour gérer les dates. Ok? Par exemple, pour transformer ces dates, la date c'est ce chiffre là, DT, voilà, pour le convertir en date compréhensible. Ça c'est en secondes, ok. On va les convertir pour les afficher par exemple dans un data frame avec des valeurs claires, jour, l'année, mois, jour, heure, minute, seconde. Très bien, donc on va avoir besoin de cette bibliothèque DateTime. Donc la première étape consiste à étudier la structure des données reçues. Donc les données reçues, ça veut dire ces données-là, ok? L'objet JSON. On va choisir une ville parmi celles sélectionnées pour l'étude. Par exemple, la ville qu'on va choisir, c'est par exemple Ferrara. Ok, on va choisir cette ville et on va extraire les informations la concernant. Pour ensuite créer un data frame et on va l'utiliser pour l'affichage avec Matplotlib. Ou injecter ces données dans un modèle pour l'apprentissage et le test, comme on a déjà vu. Donc on va choisir la ville Ferrare. On va demander des données météorologiques actuelles en utilisant l'URL spécifiée. Donc l'URL c'est celle-là avec le nom de Ferrare.it pour Italie. Ok. On va pas utiliser le navigateur comme ici, donc on va directement utiliser une fonction qui est request.get. Ok. Donc cette fonction request.get, elle va nous permettre de créer une requête HTTP, donc ça veut dire accéder à l'API du site web, donc accéder à ces informations sans navigateur, donc avec juste Python. Donc on va utiliser request.get de Python pour accéder, pour avoir ces données-là. Donc le contenu obtenu, bien sûr, c'est au format JSON. Voilà, on va avoir ce format JSON. Et on peut lire directement le texte reçu suivant ce format avec la fonction JSON-load. Donc avec la fonction JSON-load, on va lire ce texte à travers l'API du site. Donc on va utiliser deux fonctions. Request.get pour créer une requête HTTP, c'est-à-dire pour accéder à cette page à travers Python et non pas à travers le navigateur. Hein. Comme si Python il va ouvrir, comme si on ouvre le navigateur et on entre l'URL. Donc Python il va faire la même chose mais sans navigateur, c'est-à-dire qu'il va accéder en arrière-plan, il va extraire l'information et il va la sauvegarder dans notre mémoire. Donc on va utiliser request.get pour la requête HTTP et on va utiliser la fonction JSON-load pour charger ensuite ce fichier seulement, non pas le reste de la requête HTTP. Alors, pour cela, on va importer bien sûr le modèle JSON pour gérer les données sous format de JSON, c'est-à-dire pour gérer les objets JSON dans Python, et on va utiliser bien sûr la bibliothèque, donc request, pour créer des requêtes HTTP. Alors, après l'importation, on va créer une variable. Cette variable, normalement, elle va contenir ces informations de la ville Ferrara et non pas, bien sûr, Atlanta. On va modifier ici. Donc, au lieu de mettre Atlanta, ça va être Ferrara et le country, c'est IT pour Italie. Donc, cette variable, elle va contenir le fichier JSON, celui-là. Donc, pour télécharger le fichier, donc, premièrement, on va utiliser la fonction load de JSON. Donc on va écrire JSON.load. Cette fonction elle fait quoi? Elle transforme tout simplement un objet JSON, elle va le transformer en objet Python. Voilà, c'est ça. Ensuite, entre parenthèses de la fonction load, ça veut dire convertir du format JSON vers le format Python. Et lorsqu'il va convertir vers le format Python, il va créer donc cet objet JSON va se convertir en dictionnaire.
il y a l'autre fonction, je crois, c'est jump, pour convertir un dictionnaire en, en un objet JSON. Alors, entre les parenthèses, bien sûr, ça va être le résultat. Donc, bien sûr, lorsqu'on utilise la fonction load, ça veut dire qu'on demande à Python de convertir un fichier JSON vers un objet JSON vers un objet Python. Bien sûr, il faut, logiquement, entre les parenthèses, on va écrire, on va spécifier l'objet JSON qu'il va convertir. Donc, l'objet JSON, on va là, il n'est pas sur notre disque dur en local, il se trouve sur un serveur. Donc, dans une base de données distante. Pour cette raison, on va utiliser, bien sûr, request get. Donc, pour faire une requête HTTP. Donc, request get, entre parenthèses, get, ça veut dire récupérer. Il y a plusieurs requêtes HTTP, get, delete, update et post. Voilà. Donc, request get, et entre parenthèses, on va spécifier l'URL de l'API, donc l'URL qui va accéder à l'API du site web OpenWeatherMap et qui va spécifier Ferrara, IT. Ok, donc elle va accéder juste aux données de la ville Ferrara, IT. Ensuite, bien sûr, tout ça, c'est une requête HTTP. Mais nous, on cherche seulement le texte de cette requête. Donc là, cette requête, elle contient plein de choses. Ok? Cette requête, elle contient plein de choses. Donc si par exemple, on exécute cette requête séparément, voilà. Très bien. Voilà la réelle. Donc, par exemple, request dans une variable. Je vais mettre tout ça dans une variable. Voilà. Ensuite, je vais afficher cette variable. Donc, notre variable, elle contient une réponse. Donc, de son, ça veut dire que le site a répondu. Donc, il y a eu une communication. Donc, il y a un résultat. Ça, c'est le code HTTP. Par exemple, si je fais une erreur ici, par exemple, voilà, 400. Donc, le code 400 a une autre signification. Donc, ça veut dire que source indisponible. Donc, le code 400, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bad request, une mauvaise requête. Donc, il est un code d'erreur HTTP qui indique que le serveur ne peut pas comprendre ou traiter une requête envoyée par le client en raison d'une syntaxe incorrecte ou de données invalides. Donc là, on n'a pas spécifié la vie, donc bien sûr, il ne va pas trouver l'information, il va nous retourner le code 400. Mais donc, on a eu le code, voilà, le code 200. Voilà, j'exécute avec cette URL valide, et si j'affiche, donc, il va me donner réponse 200, ça veut dire qu'il y a une réponse, donc, le 200. Ça veut dire quoi, le 200? Tout simplement, c'est réussi, donc OK. Donc le code d'état 200 OK indique que la requête du client a été traitée avec succès par le serveur. Donc il nous a répondu. Voilà, c'est ça. Donc pour avoir la réponse, bien sûr, nous, on va pas avoir tout, on va pas convertir une requête HTTP, on va avoir une erreur. Donc on va lui demander d'extraire le texte qui se trouve dans le résultat de la requête. Parce que la requête, elle a envoyé, elle a donc la requête, la réponse à la requête, il y avait par exemple le statut de la requête, il y avait l'entête HTTP, il y avait plein d'autres informations, il y avait également le contenu, ça veut dire le texte ici. Donc normalement ça va être ça. Donc ça va être ça. Très bien. Donc normalement on va avoir donc point texte, ça veut dire que vous allez extraire juste l'objet JSON, le texte.
Et on va le mettre où? Dans la variable, bien sûr, Ferrara. Ok? Très bien. Donc si on exécute ce code, voilà, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le contenu du fichier, donc Ferrara, fichier JSON, avec bien sûr qui contient toutes les données météorologiques. Donc, avant cela, on va afficher le type de la variable Ferrara. Donc c'est un dictionnaire. Vous voyez qu'il a converti load, donc il a converti l'objet JSON qu'on a récupéré, cet objet JSON, ce contenu sous forme de JSON, il l'a converti en fichier, un objet Python. Donc il a converti en dictionnaire. Si on l'affiche notre dictionnaire, donc il contient tout simplement les mêmes informations que ici. Par exemple, euh, euh, voilà, province, c'est Ferrara. Voilà. On a également le DT. Voilà, country, c'est IT, Italie. Voilà, DT, c'est-à-dire c'est l'heure, le, la date à laquelle on a reçu ces informations. Donc, c'est à la fin, ça se termine par 58-59. Ici, c'est DT, c'est voilà, DT, voilà, 58-59, c'est la même. Donc, vous remarquez que c'est le même contenu qu'on a ici dans Ferrara. Voilà, par exemple, température. Mon température, c'est ici normalement. Idée, clear, description, base, mais voilà, température, c'est ça. C'est en Fahrenheit. Température, c'est, voilà, la voici, donc, température, voilà, la voici, c'est la même. Donc, vous voyez que c'est le même contenu. Maintenant, pour analyser la structure, donc, pour analyser les données, donc, on va afficher la structure de notre fichier JSON, ça veut dire, on va afficher les clés. Et les clés, c'est ça. Donc, on va afficher juste les clés, et voici les clés. Donc, notre fichier, donc, il contient ces différentes clés. Bien sûr, nous, on ne va pas prendre toutes les clés. On va prendre que les clés qui nous concernent, qui contiennent les informations qui nous concernent. N'oubliez pas, l'hypothèse, c'est voir est-ce que la distance d'une ville par rapport à la mer donc, est-ce que la mer a une influence sur la météorologie d'une ville pendant l'été pour confirmer cette hypothèse que les gens qui se trouvent pendant l'été, les gens qui habitent dans les terres intérieures, c'est-à-dire les villes intérieures qui sont loin de la mer, choisissent pourquoi ils choisissent d'aller à la montagne et d'aller à la mer. Bon, normalement c'est logique, mais nous on va confirmer ça avec bien sûr cet exemple, donc ces méthodes d'analyse. Très bien, donc on a plusieurs informations, on va extraire que les données qui nous concernent. Donc, bien sûr, j'ai donc ce code, il va afficher chaque information qui contient dans le fichier qu'on a téléchargé à partir de l'API, donc du site. Par exemple, print, on va afficher les coordonnées. Donc, on va écrire, bon, ça, il va être affiché tel qu'il est, bien sûr, virgule, et ça, c'est la variable Ferrara qui contient quoi? Les informations. On va lui demander d'afficher que la clé courte. La clé courte. Donc normalement, il va afficher ça. Courte, il va afficher la longitude et la latitude. Ça veut dire les coordonnées GPS. Weather. Donc on va choisir Ferrara Weather. Ferrara Weather, c'est ça. Weather, c'est ça. Ok? C'est tout ça. Voilà. Weather. Etc. Donc DT, c'est la date. Clouds, wind, visibilité, système. Donc on va les afficher séparément. Voilà. Voilà. Coordonnées. Voilà. Coordonnées, weather, base, main, visibilité, wind, cloud, DT, 6, ID, name. Name, c'est là. Voilà. Province, c'est identifié là. Et code. Le code, voilà, le code, ça c'est pour la réponse HTTP. Donc, non, non.
Non, 200, je sais pas. Non, non, ça c'est HTTP. Normalement, ça ce sont des données extraites depuis l'API, donc ça n'a rien à voir avec HTTP. Je vais essayer d'afficher. Je vais essayer d'afficher sur le navigateur ce site web. Ok. Voilà. Donc ça c'est le site web OpenBreather. On va chercher Ferrara. Normalement c'est ça. Non, c'est pas London. Voilà. Ferrara, Italie. Normalement c'est 22. Bon, ici la température c'est en Fahrenheit. Et voilà, 22. Ici c'est 295 moins, voilà, moins 275. Normalement ça va donner à peu près 20, 21. La pression 1013. La pression, voilà, 1013. La pression c'est la même. L'humidité de 81%. Bon, c'est beaucoup. Ah, ici c'est 78. Je crois que non. Ah, c'est la même chose. Voilà, 80. Donc normalement il a reçu c'est Provincia di Ferrara. Voilà. Voilà. Provincia di Ferrara. Di Ferrara. Voilà. Donc 22 degrés. 22. L'humidité 81. Donc c'est la même ici. 81. Dew point 19 degrés. C'est pas. En tous les cas, ça, voilà. Non, c'est les mêmes informations. Voilà. Donc c'est juste pour voir qu'est-ce qu'il a fait Python. Mais nous, on a utilisé un navigateur, mais Python, il a directement accédé à l'API en arrière-plan. Il a extrait, téléchargé les informations pour cette ville. Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, choisir une seule information, une seule donnée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement notre variable, ensuite la clé main. Donc, ça veut dire la clé main, c'est ça, la clé main. Et cette clé, c'est un dictionnaire. Donc, vous voyez que ça, Ferrara, c'est un dictionnaire. Et main, lui-même, c'est un dictionnaire. Il commence par des accolades, hein. Donc, un dictionnaire dans un dictionnaire. OK? Alors, ce dictionnaire, il a des clés. Donc, on va choisir la clé temp pour température. Donc, on va afficher que la température. On exécute et voilà, il a affiché la température, bien sûr en Fahrenheit. Donc moins 275, ça va nous donner la température en degrés Celsius. Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif c'est quoi de l'année? C'est identifier les données potentiellement les plus importantes. Donc on ne va pas prendre toutes les données, on va prendre que les données les plus importantes dans le fichier, notre fichier. Ces données doivent être traitées pour être analysées. Bien sûr, on ne va pas directement les prendre, on va les traiter. On va les traiter, les transformer. Ensuite, bien sûr, commencer à les visualiser
les données, il est passé à notre modèle pour l'apprentissage et le test. Donc, autrement dit, elles doivent être extraites de la structure, c'est bon, nettoyées, voilà, ou modifiées selon nos besoins. Donc, nettoyer, ça veut dire enlever les données qui sont perdues, qui n'ont aucun sens. Et extraite, on a déjà fait, on a extrait l'information à partir avec cette URL API, qui accède à l'API, voilà. Avec ça, on a extrait les informations de notre la base de données du site. Ensuite, maintenant, on va nettoyer ou modifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement nettoyer. Donc, on ne va pas prendre tous les données. On va prendre que quelques données les plus importantes et on va les nettoyer s'il y a des erreurs ou s'il y a des données aberrantes ou s'il y a par exemple des valeurs non, not a number, comme on a déjà vu, donc des valeurs nulles. Ou modifier. Donc modifier, ça veut dire quoi? Par exemple, parmi les modifications qu'on va faire, on va transformer, convertir ce types, donc cette valeur de date en date compréhensible et claire. Donc ça veut dire année, mois, jour, heure, etc. Ok, ça c'est une modification qu'on va faire selon nos besoins bien sûr, puis ordonner dans un data frame. Donc tout ça, lorsqu'on va extraire, nettoyer et modifier, on va les mettre dans un data frame. Donc, comme ça, on va découvrir tout ce qu'on a vu pendant les chapitres précédents. Donc, une méthode pratique, c'est de créer, par exemple, là, j'ai créé une fonction prépare, voilà, donc def prépare. Donc, j'ai créé une fonction. Pourquoi j'ai créé une fonction? Parce que c'est la même fonction qui va tout faire. Elle va elle va prendre que les données nécessaires, elle va faire le nettoyage s'il y en a, et elle va faire la modification, par exemple comme la date. Ensuite, elle va créer un data frame et elle va l'afficher, mais d'après une ville, pour chaque ville. C'est pour cette raison que cette fonction prépare, elle contient deux arguments. Le premier argument, c'est city. Vous allez comprendre c'est quoi. Et le deuxième, c'est city name, ça veut dire le nom de la cité que je veux créer son data frame. Ça veut dire un data frame pour chaque ville. Nous, en ce qui nous concerne, on a 10 villes. 10 villes. C'est 10 villes, 10. Pour chaque ville, je vais créer un data frame. Donc au final, je vais avoir 10 data frames. Voilà. Et je peux ensuite les sauvegarder sous forme de CSV ou Excel ou comme vous voulez, HTML ou une base de données. Très bien. Alors, les deux paramètres, c'est city et city. Et bien tout simplement, le premier paramètre, c'est quoi? C'est la variable qui contient l'objet JSON, le fichier ou le dictionnaire que j'ai converti à partir du fichier JSON que j'ai téléchargé pour chaque ville. Voilà. Donc par exemple Ferrara, je vais écrire Ferrara IT. Une autre ville par exemple Ravenna. Donc je vais écrire Ravenna, IT, toujours Italie. Sinon vous allez dans le site et vous allez écrire par exemple dans la recherche Ravenna. Je crois que c'est comme ça, Ravenna. Voilà, 2 ans. Voilà. Voilà. Ravenna, c'est ça. Donc, une des deux. Par exemple, c'est celle-là. Normalement, il va prendre la première. En tout cas, il va extraire ces informations pour Ravenna. OK? Voilà, la température, la pression, le taux d'humidité, etc. D'après ce qu'on cherche à voir. Voilà, très bien. Il va créer son propre data frame. Donc, la fonction, je vais lui faire passer, elle est où la fonction? Voilà. Je vais lui faire passer la variable qui contient les fichiers extraits depuis le site, ces informations, et le nom que je vais saisir moi-même pour chaque ville. Pourquoi? C'est tout simplement pour à la fin, je vais avoir un data frame avec chaque data frame qui contient le nom de la ville. Donc les deux paramètres, c'est
le fichier JSON, on peut dire ça, et le nom de la ville. Ensuite, dans la fonction, je vais créer seulement des variables qui vont contenir que les données que je vais extraire, données météorologiques que je cherche à utiliser dans l'analyse. Ces données vont être température, humidité, pression, description, la date de l'extraction des données, la vitesse du vent, l'orientation du vent, c'est tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais extraire 7 données météorologiques. Donc je ne vais pas prendre le reste, par exemple cloud, par exemple visibilité, donc je ne vais pas les prendre. Je vais prendre que ceux qui m'intéressent. Donc la température, l'humidité, la pression, la description, d'été. Bon, description c'est ça. Hein. Description, ça veut dire ton nuage, voilà, comme ici, c'est clear sky, donc ciel dégagé. Donc il n'y a pas de nuages. Voilà. Donc ces variables sont tout simplement des listes vides pour l'instant. Maintenant, je vais remplir ces listes. Pour la température, donc je vais utiliser bien sûr append. Donc vous vous souvenez, append dans Python, elle permet d'ajouter un élément dans une liste. Voilà. Et entre parenthèses, je vais remplir, donc je vais ajouter cette information qui est tout simplement city. City c'est quoi? Il va être remplacé par exemple Ferrara, il va être remplacé par Ferrara. Ferrara, elle contient quoi cette variable? Elle contient tout ça, Ferrara. C'est la requête HTTP qui contient le texte, c'est-à-dire l'objet JSON qui contient toutes les informations, les données météorologiques de la ville. Ok? Donc je vais remplacer, lorsque j'écris ici Ferrara, donc il va remplacer ici city par Ferrara. Donc ça veut dire quoi Ferrara? Main temp, c'est ça, la température. Donc la liste, cette liste temp, je vais lui ajouter avec append tout simplement de la température de la ville choisie, par exemple Ferrara. Moins 260, voilà, 273,15 et non pas 275. Pourquoi j'ai soustrait 273,15? C'est pour convertir la température en Fahrenheit en température au degré Celsius. Donc cette différence normalement c'est 22 degrés. Et c'est ça, donc c'est le résultat donc pour Ferrara. Ravenna, donc non. Donc le nom Ferrare c'est 22. Voilà, c'est 22. Donc pour avoir une température en degrés Celsius. Donc la température, je vais la mettre dans la variable temp. Ok. L'humidité c'est la même chose. Donc l'humidité c'est toujours, je vais ajouter toujours le nom de la ville, donc le nom de la variable qui contient les données météorologiques, city, main et humidité. Donc normalement ça va prendre cette valeur là, 81. Voilà, humidité pour Ferrara. La même chose avec les autres. Maintenant, voilà, oui, voilà, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une autre variable. Je lui donne le nom heading. Elle contient quoi? Elle contient temp, humidité, pressure, description. Donc, ça veut dire le nom pour chaque variable que j'ai créée. Donc, logiquement, c'est quoi heading? Normalement, vous pouvez comprendre, deviner. Ben, tout simplement, c'est le nom des colonnes, puisque je vais créer un data frame. Donc, toute cette fonction, elle permet de créer un data frame pour chaque ville qui contient les données météorologiques pour chaque ville. Donc ça, c'est le heading. Et data, c'est quoi? C'est les variables que j'ai remplies avec les données pour chaque ville. Donc je l'ai mis dans data. Temp, humidité, pressure. Donc il faut respecter l'ordre. Hein. Voilà, sinon on va avoir des problèmes d'affichage.
Très bien. Ensuite, tout simplement, je vais créer un data frame égal quoi? PD, donc .da.dataframe, et entre parenthèses, je vais lui donner les données et bien sûr l'index. Ça veut dire l'index des lignes. L'index des lignes, c'est heading. Donc si je ne mentionne pas ça, donc je vais avoir des index sous forme de 0, 1, 2, 3, donc générés automatiquement par Panda. Mais puisque je veux spécifier les index, donc leur donner des étiquettes en quelque sorte, donc je vais écrire index égale heading. Donc la première ligne, son index est temp, deuxième ligne c'est humidité, etc. Et pour chaque ligne, pour chaque index de ligne, il va avoir la donnée correspondante. Pour l'index, plutôt c'est ça le heading, l'index. Ça c'est l'index. Donc sur la même ligne, il va avoir sa température, l'humidité, la valeur, pression, la valeur de pression. Très bien, donc là j'ai créé le data frame. Mais un data frame, normalement, il doit être horizontal et non pas vertical. De cette façon, lorsque le DF à cette étape, il est vertical. Ça veut dire, pour chaque entrée, on a plusieurs lignes. Mais nous, on aimerait bien avoir un tableau avec des colonnes. Pour cela, je vais utiliser transposer, T majuscule. Donc, je vais créer un autre data frame. Je lui donne le nom city, égal notre data frame qui est une série verticale, une série, je vais le transformer en data frame, donc ajouter l'attribut, la propriété T majuscule, donc elle a plutôt une méthode, cette, donc c'est pas une méthode propriété, je crois, elle va permettre de rendre les lignes des colonnes et les colonnes des lignes, ok? Donc elle va transposer les lignes et les colonnes. Donc elle va transformer ça en plutôt c'est pas une série, c'est un data frame, désolé. Donc j'ai créé un data frame, mais un data frame vertical. Donc je vais transformer ces lignes, ça les index des lignes, je vais les rendre des index des étiquettes de colonnes avec transposer le T majuscule. Donc je vais avoir un data frame horizontal avec des colonnes, plusieurs colonnes, et chaque colonne c'est la température, l'humidité, etc. Ensuite je vais ajouter une colonne. Donc je vais écrire city, mon data frame, déjà donc nouvellement créé, et je vais lui ajouter une colonne qui est city. Elle contient quoi cette colonne? Tout simplement le deuxième argument de la fonction cityName. Voilà. Et je vais ajouter une autre colonne qui est day. Et cette colonne, elle contient le dt, ce dt là, qui est la date, normalement c'est ça, dt. Voilà. Donc je vais prendre ce dt, cette valeur de dt, et je vais le convertir en une date compréhensible. Ça veut dire année, mois, jour, heure, minute, seconde. Pour cela, je vais utiliser Panda et la fonction toDateTime. Et entre parenthèses, je vais spécifier la colonne qu'il doit convertir. C'est bien sûr city dt. City, c'est le data frame. Et dt, c'est la colonne dt, celle-là. Voilà, la colonne dt qui contient dt. Et cette variable dt, tout simplement, c'est quoi? C'est city, ça veut dire la variable qui contient le fichier JSON avec la colonne dt. Voilà. Et unit s, ça veut dire que je dis à Python, je lui dis que ce dt, il est exprimé en secondes. Voilà. Nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Voilà. Ensuite, bien sûr, notre fonction, elle nous retourne le data frame city. Donc ce data frame, il contient les colonnes temp, humidité, pression, description, dt, wind speed, wind degré, city et day. J'exécute le code. C'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable T1. T1. Donc on va
exécuter notre fonction prépare. Notre fonction prépare. Alors, notre fonction prépare, je vais lui passer deux arguments. Le premier argument, c'est la variable Ferrara. La variable Ferrara, c'est celle qui contient ces données-là, qu'on a extrait à partir de notre site web, grâce à cette commande. Voilà, Ferrara égale JSON load, request get et l'URL et .text pour extraire le texte. Très bien. Et le deuxième argument, c'est le mot Ferrara, le nom de la ville. Ça, il va l'utiliser pour afficher la ville dans le data frame city. Donc c'est ça. C'est city, le city name. Voilà, city name. Donc là, ça va être Ferrara. Il va le remplacer ici. Il va le donner à la colonne city dans le data frame city. Je vais l'afficher. Et voilà le résultat. Donc, la température 22. Donc, il a fait la soustraction moins 273,15. 22. L'humidité 81. La pression 1013. Description clear sky. Voilà. C'est toutes ces informations-là. Voilà. Température 22. L'humidité 81, voilà, 81. La pression 1013, voilà, 1013 hectopascal, voilà, 1013. Description clear sky, voilà, voilà, clear sky, c'est ça la description. DT, c'est ce nombre, mais on l'a converti et on l'a mis dans la colonne day. Donc on va voir ça. Wind speed, c'est 1,03. Voilà. Il est où? La vitesse du vent, c'est normalement, elle est... bon, 1,0... Voilà. 1,03. Ça, il nous a donné ici, c'est en détail avec deux nombres après la virgule. Ici, c'est un seul, donc 1,0. C'est la même chose, 1,0. Voilà. Wind degré, c'est 0. Voilà. Donc ça veut dire 0, ça veut dire nord. Il vient du nord. Donc c'est pas nord-est, c'est pas nord-sud-est, ou c'est nord. Voilà, 0. C'est le degré 0. Voilà. Le nord. Donc 0, c'est comme l'heure, l'horloge, le 12. Donc c'est le début, c'est 0. Cité, c'est Ferrara, normalement c'est ça. Voilà, cité, c'est Ferrara. Voilà. Et bien sûr, la date. Donc la date, c'est normalement le 31 août 2025, 21h30. Donc c'est moins 1 heure, donc c'est voilà, 1h30, moins 1h30. C'est la date c'est la date. Ah voilà. Donc là c'est la date à laquelle j'ai exécuté cette commande. C'est la date à laquelle j'ai exécuté cette commande. Si j'exécute une deuxième fois, ici, maintenant, normalement je vais avoir 7 heures, donc 22 heures. Bon, plutôt 21h59, normalement. C'est moins 1, GMT moins 1. Voilà, j'ai exécuté. Ici, je refais la même chose ici. Alors, donc je vais exécuter cette partie. Donc normalement, je vais avoir 1 heure. Voilà. Voilà. 21h59 a été mise à jour. Donc ça veut dire qu'il a pris l'heure à laquelle j'ai exécuté ce code. Voilà. À laquelle j'ai exécuté ce code. Très bien. Très bien. Alors, voilà. Donc là, j'ai extrait des informations. J'ai modifié quelques informations. Voilà. Bon, quelque chose, j'ai fait le nettoyage. Ça veut dire que j'ai pris que les données qui me concernent. C'est pas vraiment du nettoyage, mais quand même, on peut dire que une sélection des données.
Donc parmi tous les paramètres, on a pris ces paramètres-là, je vous ai déjà expliqué. Donc voilà, ça c'est le timestamp, voilà, l'horodatage, le timestamp, c'est à partir du 1er janvier, donc c'est le DT qui a une forme bizarre, mais ça c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970, ce qu'on appelle l'époque Unix, hein. Ils ont commencé à calculer à partir de cette date pour les systèmes Unix. Très bien. Voilà, moi, voilà. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les données qu'on a collectées, j'ai collecté une seule information, une seule donnée. Mais moi, j'aimerais bien, par exemple, chaque 5 minutes, je vais ajouter une nouvelle ligne pour le data frame, toujours de Ferrara. Donc, le data frame, ce tableau de Ferrara, normalement, il va contenir plusieurs lignes. Chaque ligne, c'est l'extraction, ça veut dire c'est l'information à une heure bien précise. Donc l'idéal, c'est de calculer, d'extraire les données météorologiques pour la ville Ferrara pendant 24 heures. Ça veut dire toute une journée, faire un cycle. Donc par exemple, c'est pas, chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, chaque une demi-heure, chaque une heure. Donc c'est par exemple chaque une heure, je prends les données, j'extrais les données, je vais avoir 24 lignes pour 24 heures. Si par exemple, chaque une demi-heure, j'extrais les données, donc je prélève les données pour les mettre dans le data frame de Ferrara, donc je vais avoir 48 lignes. Chaque une demi-heure, je prends les données, donc j'extrais les données, ça veut dire que je vais avoir 48 lignes. Voilà. Donc plus vous diminuez la période d'extraction, donc de l'envoi de la requête pour avoir des informations, plus vous allez avoir de lignes. Très bien. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable, par exemple Ferrara. Elle contient directement la requête, donc HTTP, avec le fichier JSON converti en objet. Donc ça veut dire, Ferrara, elle va contenir bien sûr les données météorologiques à partir du site. Ensuite, je vais créer une deuxième variable T2. Cette variable, c'est l'exécution de la fonction, notre fonction pour créer le data frame de Ferrara. Ensuite, je vais créer une autre variable df Ferrara. Ça va être un data frame qui est une concaténation entre les deux, entre le data frame lui-même et T2. Ensuite, j'affiche. Donc, tout simplement, ce code, il va ajouter à chaque requête HTTP, il va ajouter une ligne pour afficher une mise à jour des données météorologiques. Donc, je peux exécuter une deuxième fois. Donc, voilà. Voilà, très bien. Voilà. Ok. Je peux exécuter. Donc là, on a des températures. Voilà, 40. Bon, ça, ce sont des anciennes températures, hein. J'ai déjà testé le code. Donc, à 18h29, à 18h41, à 19h09 et à 22h02, c'est maintenant. Ok? Donc, à chaque fois que j'exécute, vous allez remarquer que, donc vous voyez ici qu'il y a des températures qui a diminué, bien sûr, c'est la nuit. Donc ça, c'était 18h29, c'était presque, le soleil n'est pas encore couché, donc voilà, une température de 27. Mais dès qu'elle a couché, donc la température a diminué. Donc l'idéal, c'est faire des prélèvements pendant 24 heures. Si j'exécute une autre fois, donc je vais avoir une nouvelle ligne. Donc peut-être ça va être la même. Il faut toujours attendre. Voilà, c'est la même. Donc je peux attendre 48, plutôt 5 minutes. Si j'exécute une autre fois, donc il va avoir une nouvelle donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter juste donc notre data frame contient ces colonnes. Donc je vais ajouter une colonne, c'est la distance. La distance, normalement, la distance n'est pas précisée dans la fonction, ok? Donc pour ajouter cette distance, donc je vais, par exemple,
utiliser ce code. Donc pour chaque ville, dans son data frame, je vais ajouter une colonne dist et ça va être égal à la valeur de la distance de la ville par rapport à la mer. Par exemple, Ravina c'est 8. Je vais écrire df Ravina entre crochet dist égale 8. C'est-à-dire ajoute cette colonne avec la valeur 8. Par exemple, pour Ferrara, c'est 47. Voilà, Ferrara, elle est à 47 km de la mer. Pour avoir ce tableau-là, voilà, avec la distance à la fin. Donc ça, c'est l'heure auquel j'ai prélevé les données météorologiques de la ville. Et ça, c'est la distance par rapport à la mer. Très bien. Et là, normalement, on va avoir un data frame qui contient des données extraites. Donc, un data frame avec des données qu'on a extraites à partir de l'API du site web, nettoyer, modifier, transformer, comme pour la date. Hein. On a converti de ce format à ce format pour avoir des données compréhensibles. Voilà. Voilà, on a même fait pour la température. N'oubliez pas, la température c'était en Fahrenheit, donc nous on a soustrait le moins 273. Donc ça c'est une transformation, une deuxième transformation concernant la date. Voilà, très bien. Voilà, donc voilà. Donc normalement la prochaine étape, on va commencer à analyser les données hein, et pour les visualiser et pourquoi pas pour deviner, faire une prédiction sur notre hypothèse et pour vérifier est-ce que notre hypothèse qui stipule que la mer a une influence sur la météo d'une ville, donc la distance, tout simplement d'après l'observation que les gens pendant l'été cherchent à partir, à se déplacer vers les montagnes et les villes côtières à la recherche de fraîcheur et pour échapper aux températures étouffantes. Donc c'est ça notre hypothèse, donc on va la confirmer ou non. Pour l'instant, donc on a nos data frames, donc j'ai déjà préparé les data frames sous forme de fichier CSV. Donc la prochaine séance, on va commencer à importer ces fichiers CSV pour chaque ville et ensuite commencer bien sûr l'analyse et afficher des visuels concernant des données météorologiques, chaque donnée pour une ville ou plusieurs villes, et pour constater et faire des conclusions.